Après la rencontre à Evian avec Zelensky, le président Trump a donné son accord pour un renforcement des sanctions contre la Russie, pour un durcissement d'autres formes de pression et pour une intensification des actions militaires contre le territoire russe, y compris des frappes en profondeur. Le président américain Donald Trump est profondément impressionné et enthousiaste à propos de la campagne ukrainienne de frappe contre des cibles en profondeur sur le territoire russe, et il a donc conseillé à Zelensky d'agir avec plus d'audace. C'est ce qu'écrivent plusieurs médias occidentaux. Et aujourd'hui, on apprend déjà que le renseignement militaire américain transmet activement aux forces armées ukrainiennes des informations pour mener des attaques contre les raffineries de pétrole russe. Donald Trump ne se limite pas à soutenir ces attaques par des mots, il les appuie aussi concrètement. Et cette nuit, des drones des forces armées ukrainiennes ont attaqué les usines de traitement de gaz et d'hélium de Gazprom dans la région d'Orenbourg avec l'aide de partisans locaux. Dans ce contexte, on a appris que la raffinerie de pétrole de Moscou à Kapotnia, celle dont le toit du réservoir s'est envolé lors de l'attaque du 18 juin, a complètement arrêté son activité au moins jusqu'à la fin de cette année. En lien avec cela, officiellement, des restrictions sur la vente d'essence ont été introduites dans une région sur 4 en Russie. Et pour la première fois dans l'histoire, les prix du carburant en Russie sont devenus plus élevés qu'en Ukraine, qui, je le rappelle, ne pratique pratiquement pas l'extraction et le raffinage massif du pétrole. Réfléchissez-y. En Ukraine, l'essence est moins chère qu'en Russie, ce pays qui n'est qu'une station-service. C'est pourquoi la Russie commence officiellement à acheter de l'essence à l'Inde et au Kazakhstan. Et donc, sur fond de problèmes de carburant, d'effondrement économique et de menaces constantes d'attaques de drones dans toutes les régions de Russie, au Kremlin, il a été déclaré que Vladimir Poutine envisage d'annuler les élections de septembre à la Douma d'État et de les reporter pour une durée indéterminée, probablement jusqu'à la fin de la guerre. Eh bien, après tout, la Russie est déjà une dictature, alors pourquoi jouer à cette pseudo-démocratie ? Les hommes de l'appareil sécuritaire de Vladimir Poutine lui ont conseillé d'arrêter tout simplement de jouer avec ces élections. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Après ce préambule, nous allons analyser en détail chaque sujet. Alors commençons par la dernière nouvelle. Les forces de l'ordre persuadent Vladimir Poutine de reporter les élections à la Douma d'État en raison de problèmes économiques. La chute de la cote de popularité n'est pas une force comme on dit. C'est ce qu'ont rapporté à Medusa 2 sources proches de l'administration du président de la Fédération de Russie. Selon eux, la décision est notamment soutenue par les dirigeants du FSB et le chef de la garde nationale russe, l'ami et ancien garde du corps de Vladimir Poutine, Viktor Zolotov. Les forces de sécurité proposent de jouer une véritable comédie. D'abord annoncer le report des élections, puis finalement les annuler complètement. Et maintenant, je vais citer le média Medusa. Les problèmes budgétaires ont commencé, les prix continuent d'augmenter, il y a des réductions et des licenciements dans les entreprises. Il est clair que la situation ne fait qu'empirer et cela se reflète toujours sur la cote de popularité du pouvoir. Organiser des élections dans ces conditions reste audacieux, a indiqué une source à Medusa. Il a noté que les forces de l'ordre suivent l'approche « pas de personne, pas de problème » et s'en sont déjà servis auparavant lors des blocages d'Internet. Parallèlement, le report des élections à la Douma n'est encore qu'en discussion. Dans le même temps, selon les sources, de telles conversations sont devenues beaucoup plus fréquentes après les attaques de drones ukrainiens contre Moscou. Fait intéressant, selon Medusa, le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dimka Medvedev, ainsi que le bloc politique de l'administration présidentielle dirigé par Sergueï Kirienko, s'opposent à l'annulation et au report des élections. Eh bien, et Kirienko, c'est compréhensible puisqu'il est responsable du bloc politique, il doit montrer pourquoi il est là pour la politique. Quant à Medvedev, il rêve d'obtenir un poste tout à fait compréhensible et important de président de la Douma d'État. Sinon, il n'est qu'un vice-président du Conseil de sécurité qui ne décide de rien du tout et ne peut que boire de la vodka et écrire ses posts d'ivrogne sur les réseaux sociaux. Et donc, comme l'ont déclaré les sources de Medusa, l'un des moyens de reporter les élections serait de déclarer l'état d'urgence ou la loi martiale. Il suffit d'introduire cela dans certaines régions, par exemple dans la région de Belgorod ou en Crimée occupée, cela sera suffisant. Selon la loi russe sur les garanties fondamentales des droits électoraux, dans une telle situation,
la Douma d'État actuelle continuera de travailler jusqu'à la levée des restrictions. Mais Vladimir Poutine a-t-il vraiment de tels problèmes qu'il est prêt à reporter ou même annuler les élections ? Les attaques de drones ukrainiens deviennent de plus en plus puissantes et efficaces. Dans la nuit du 24 juin, des drones ukrainiens ont attaqué la région d'Orenbourg. L'usine d'hélium d'Orenbourg et l'usine de traitement du gaz d'Orenbourg ont été touchées par les frappes. Les deux appartiennent au groupe Gazprom et sont les plus grandes entreprises de ce secteur. À l'usine de traitement du gaz d'Orenbourg, qui fait partie du complexe gazochimique d'Orenbourg, le plus grand au monde d'ailleurs, on traite près de 40 milliards de mètres cubes de gaz. Au moins 3 foyers d'incendie se sont déclarés en un an. L'usine locale d'hélium, qui produit un matériau utilisé dans la fabrication de missiles et dans l'industrie aéronautique, a également été attaquée. L'usine de traitement du gaz d'Orenbourg, grâce à un traitement complexe du gaz naturel, produit du gaz commercial ordinaire, du soufre, du condensat de gaz et d'autres produits, y compris ceux utilisés pour la fabrication d'armes. Pour que vous compreniez, Orenbourg se trouve à près de 2000 km de l'Ukraine, à la frontière de l'Europe et de l'Asie. Mais l'attaque des forces armées ukrainiennes sur des sites plus proches a des conséquences bien plus graves. La raffinerie de pétrole de Moscou à Kapotnia, qui a été frappée 2 fois par des drones en juin, les 16 et 18 juin ne pourra pas reprendre ses activités avant la fin de cette année. La seule raffinerie de pétrole de Moscou, qui fournit plus d'un tiers de tout le carburant à la capitale russe, ne pourra réparer les dégâts, dans le meilleur des cas, qu'en 2027. Des sources de Reuters affirment que la réparation de l'usine, d'une capacité de 14 millions de tonnes par an, prendra 6 mois, et cela dans le meilleur des cas. Comme on le sait, à la suite des attaques des 16 et 18 juin contre la raffinerie, les 2 unités de traitement primaire du pétrole ont été endommagées. En conséquence, l'usine, qui produit environ 3 millions de tonnes d'essence et 3 millions de tonnes de gazole par an, a complètement arrêté son activité. Au même moment, les analystes de la banque d'investissement russe Sinara ont déclaré que, dans un scénario plus réaliste, le coût des réparations de remise en état à la raffinerie de Moscou pourrait atteindre 1 milliard de dollars et prendre jusqu'à 1 an. Ils estiment que 6 mois, c'est un pronostic beaucoup trop optimiste. La crise du carburant en Russie s'aggrave à cause des frappes ukrainiennes sur les raffineries. Au 24 juin, des restrictions officielles sur la vente d'essence et de diesel ont été introduites dans 22 régions de Russie. Autrement dit, il est devenu difficile d'acheter du carburant dans une région sur 4 du pays. Et je souligne que ce ne sont que les problèmes officiellement reconnus. Il y a aussi d'autres exemples. En Sibérie, des limites sont en vigueur dans la plus grande région pétrolière de Russie, le district autonome de Khanty-Mansiysk, où l'on extrait 40% de tout le pétrole russe. Imaginez une région qui est littéralement un véritable trésor de pétrole, qui survit grâce à l'extraction et au raffinage du pétrole, et dans cette région, excusez-moi, des restrictions sur la vente d'essence aux Russes ont été mises en place. De plus, des problèmes sont apparus dans les régions de Tyumen, Kourgan, Omsk, Novosibirsk, Kemerovo et Irkoutsk. Mais à ce sujet, les autorités russes gardent encore le silence, elles n'en parlent pas beaucoup pour l'instant. Quant au territoire temporairement occupé de l'Ukraine, surtout la Crimée, je préfère me taire, là-bas, l'essence n'est même plus vendue aux gens ordinaires. Et ce n'est plus une blague, c'est déjà une déclaration officielle du soi-disant chef de la Crimée, Aksionov, qui a clairement dit que oui, l'essence n'est plus vendue aux citoyens ordinaires. Ni ticket, ni QR code, ni piston, ni relation, ni d'aucune manière, il n'y en a tout simplement pas. Et ce n'est que le 23 juin, lors d'une réunion avec le dictateur Poutine, que le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Alexandre Novak, a reconnu que la situation actuelle sur le marché du carburant était, je cite, « difficile mais contrôlée ». Selon lui, pour résoudre le problème, les autorités ont utilisé des réserves qui n'avaient jamais été utilisées auparavant. Ensuite, je le cite, ils ont augmenté au maximum la capacité d'utilisation de toutes les raffineries de pétrole. Autrement dit, elles vont maintenant simplement fonctionner jusqu'à l'usure. Ils ont réduit la durée des réparations, reporté les réparations prévues à une date ultérieure. Autrement dit, il y a un risque qu'à un moment donné, cela tombe simplement en panne tout seul. Le gouvernement a interdit l'exportation de l'essence et du kérosène d'aviation et envisage une interdiction totale de l'exportation du diesel hors du pays.
On en est arrivé au point où l'une des compagnies aériennes russes, Azimut, s'est plainte d'une pénurie critique de carburant d'aviation. Et comme l'a déclaré la compagnie aérienne, la pénurie et la forte hausse des prix risquent d'entraîner l'annulation massive des vols. Ils se sont plaints qu'en Russie, depuis le début du mois de juin, les prix d'achat du kérosène d'aviation ont augmenté en moyenne de près de 20%. Parallèlement, les volumes réels livrés ont baissé d'environ un tiers par rapport au contrat. À l'aéroport de Makhatchkala, le carburant a aussitôt augmenté de 64%. Selon Reuters, la production d'essence en Russie ne couvre actuellement qu'environ 80% de la consommation intérieure. Après les frappes contre les raffineries de pétrole qui ont touché en juin les entreprises de Moscou, Nijnekamsk, Tyumen et Volgograd. Et en mai, je rappelle que 16 autres raffineries ont également été touchées. La production d'essence s'est effondrée de 25%, atteignant le niveau de 85 000 tonnes par jour. Dans les mois d'été, l'économie russe consomme 110 000 tonnes d'essence automobile par jour. Au final, on a appris que les autorités russes se préparent à importer massivement de l'essence depuis l'Inde afin de combler le déficit de carburant dans le pays. Cela a également été annoncé lors de la réunion d'hier avec Vladimir Poutine. Le projet d'amendement au code fiscal visant à stabiliser le marché des carburants prévoit l'introduction de subventions budgétaires pour les compagnies pétrolières qui achètent de l'essence à l'étranger. De plus, ce projet de loi a déjà été rapidement soutenu par le comité du budget et des impôts de la Douma. Et il est attendu que, littéralement dans les prochaines heures, je dirais, la Douma d'État adopte immédiatement cette loi en première, deuxième et troisième lecture. Alors comment ne pas qualifier la Russie de simple fournisseur de matières premières du monde civilisé ? Si ce n'était pas pour les ressources minérales, les Russes, en tant qu'espèce, auraient non sûrement déjà disparu, car ils ne produisent quasi rien eux-mêmes, ils ne font qu'extraire quelque chose de la terre. Je vais expliquer pourquoi je dis cela. En fait, l'Inde est devenue le plus grand acheteur de cargaisons maritimes de pétrole russe après le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine en 2022. Une partie du pétrole acheté à la Russie est exportée par l'Inde sous forme de produits pétroliers tels que le diesel, le gazole et l'essence. Dans le même temps, les exportations d'essence indienne à l'étranger ont atteint l'année dernière un record de 400 000 barils par jour. 400 000 barils par jour, imaginez, d'essence. Et maintenant, l'Inde va continuer à acheter du pétrole bon marché aux Russes et à leur vendre des produits pétroliers, c'est-à-dire de l'essence et du diesel, fabriqués à partir de leur propre pétrole qu'ils ont acheté chez eux à prix réduit. Imaginez simplement la situation. Parallèlement, la Russie supplie actuellement le Kazakhstan de lui permettre d'importer environ 50 000 tonnes d'essence automobile IA-92 en raison d'une pénurie de carburant sur le marché intérieur. De plus, les Russes demandent au Kazakhstan d'accepter le pétrole russe dans leurs raffineries afin de produire de l'essence pour les Russes ensauvagés. Mais le fait est que les raffineries au Kazakhstan produisent donc déjà un excédent d'essence, donc ils n'ont pas besoin du pétrole russe pour le transformer en essence. Ils en ont assez de leur propre production. Il est donc évident que la campagne d'attaque ukrainienne contre les installations pétrolières a porté ses fruits. Bien que je rappelle qu'il y a une semaine, Vladimir Poutine disait à ces Russes abrutis et stupides que ces frappes de drones contre les raffineries n'étaient que des piqûres de moustiques. Il n'y a absolument rien de mal à cela. Il dit « Nous réparons très rapidement les raffineries et tout va bien, il n'y a aucun problème ». Et c'est là que Poutine connaît un véritable échec et fiasco. Les amis, je vais m'interrompre un instant pour vous demander de soutenir le travail de cette chaîne YouTube en vous abonnant, en mettant un like et en laissant un commentaire. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pechi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Abonnez-vous aussi à la plateforme Patreon, où nous avons une communauté privée Pechi Insight, dans laquelle nous discutons ensemble des sujets qui ne sont pas abordés ici sur YouTube. Là-bas, je réponds à toutes vos questions et nous pouvons discuter de sujets absolument variés. Et c'est aussi là que nous prévoyons d'organiser des streams privés où il n'y aura que moi et les abonnés de Patreon. Et là, nous discuterons de différents sujets et je répondrai à toutes les questions qui vous intéressent. Par exemple, on m'a écrit dans les commentaires « Pourquoi tu ne commandes toujours pas ce scandale entre la Pologne et l'Ukraine ?» J'ai déjà expliqué brièvement pourquoi et exposé mes réflexions, même si sur YouTube nous n'avons pas abordé ce sujet.
Bref, allez dans la description, abonnez-vous à Patreon et devenez membre de cette communauté privée. Des médias, citant des sources, ont publié des articles ces 24 dernières heures concernant le changement de position du président américain Donald Trump à l'égard de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, qui s'est manifestée lors du sommet du groupe des 7 à Évian, en France la semaine dernière. Comme l'affirment notamment le Financial Times et le Kyiv Independent, Trump, notamment impressionné par les dernières attaques ukrainiennes, serait devenu plus ouvert à l'idée d'accroître la pression sur la Russie. Selon certaines affirmations, lors d'une conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il l'aurait incité à agir plus fermement. Trump a exprimé l'idée que seule la force peut aider à convaincre le dictateur russe Vladimir Poutine d'accepter la paix. Lors du dîner avec Zelensky, Trump lui a dit, je cite, qu'il était profondément impressionné et plein d'enthousiasme à propos de la campagne ukrainienne de frappe contre des cibles en profondeur sur le territoire russe. Et Trump a conseillé à Zelensky d'agir encore plus audacieusement. Au Kremlin, ils ont d'abord balayé cette information d'un revers de main, et puis Sergei Lavrov a carrément déclaré que tout cela était inventé, en disant « Écoutez, Donald Trump n'a pas pu dire une telle chose. Trump ne pouvait pas admirer les frappes contre la Russie. » Mais il pensait, pointeuse, que c'était leur homme, leur grand atout qui allait les soutenir. Je ne pense pas que cela reflète la réalité, c'est plutôt prendre ses désirs pour des réalités. Mais comment ils ont été sidérés au Kremlin quand? Aujourd'hui. Le Financial Times a complété cette information en déclarant que les forces armées ukrainiennes frappent les raffineries de pétrole en Russie et des installations militaires en profondeur sur le territoire russe avec le soutien du renseignement américain. Selon les sources du Financial Times, les alliés occidentaux de Kiev ont appelé Washington à continuer de fournir des renseignements pour de telles attaques à l'intérieur de la Russie. Ils disent de ne pas participer directement à l'attaque, mais seulement aider à localiser les cibles. Et lorsque les journalistes ont demandé un commentaire à la Maison-Blanche à ce sujet, ils ont répondu brièvement, je cite, « Le président Trump croit au principe de la paix par la force ». De plus, après les négociations lors du sommet du G7, Zelensky a déclaré que Trump et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, je cite, ont pour la première fois réagi positivement à la question de la licence pour la production de missiles intercepteurs pour les systèmes Patriot à Petri. Avant le sommet, je rappelle que Vladimir Poutine a tenté d'influencer Donald Trump. Il a appelé le président américain et l'a félicité pour son anniversaire. Il a, je le rappelle, 80 ans. Cependant, comme l'écrit le Financial Times, cela n'a pas eu d'influence significative sur le président américain. Et le chef de la Maison-Blanche a tout de même déclaré après cela que c'est la Russie qui doit conclure un accord. Et pour finir, je vais citer un extrait du rapport des analystes d'Energy Intelligence. La citation est la suivante. La campagne de l'Ukraine contre le secteur énergétique russe a causé des dégâts considérables, ce qui conduit la Russie vers la pire crise énergétique de son histoire. Et maintenant, en regardant les actions de l'Europe, il est devenu évident qu'après le sommet du G7, l'Ukraine et l'Occident ont décidé d'étrangler le régime de Poutine afin de le forcer à mettre fin à la guerre. Pour l'instant, l'Ukraine ne fait qu'intensifier ses attaques en profondeur au cœur de la Russie, tout en coupant la Crimée des Russes. L'Union européenne a décidé pour la première fois de ne pas faire de cérémonie et de prolonger les sanctions économiques sectorielles contre la Russie immédiatement pour 12 mois. Pourquoi est-ce important ? En fait, jusqu'à présent, l'Union européenne renouvelait toutes ces mesures de sanctions économiques uniquement pour une période de 6 mois, ce qui nécessitait l'approbation unanime de tous les membres de l'UE tous les 6 mois. Tous les 6 mois, cette routine fastidieuse reprenait. Tous les 6 mois, un certain Viktor Orban ou Robert Fico faisaient des va-et-vient avec cette prolongation des sanctions. Ils exigeaient des assouplissements pour certains oligarques russes et des concessions pour eux-mêmes en échange de leur vote sur la prolongation des sanctions. Cette fois, l'UE a décidé de simplement prolonger ces sanctions pour une année entière, afin de ne pas revenir sur cette question au cours de l'année à venir. Je vais m'arrêter ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez simplement soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube une seule fois, vous pouvez le faire avec n'importe quel don, même le plus petit, en utilisant les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. Il y a différentes plateformes. Choisissez celle que vous préférez, celle qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part.
C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.